Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Patrick Cohen et Elisabeth Lemoine, le duo du chaos annoncé. Aujourd'hui, nous allons voir ces deux pseudo-journalistes nous raconter des inepties aussi grotesques que mensongères. Je passe rapide sur l'intro car la vidéo est un peu longue, mais il va y avoir du très lourd, vous allez voir. Alors France Télévisions, vous pouvez encore faire censurer cette vidéo sur YouTube si ça vous amuse, comme vous me l'avez déjà fait plusieurs fois. Et en fait, c'est pas grave, je m'en fous. Elle sera censurée certes ici, mais elle restera toujours disponible sur Odyssée. Pour ceux qui connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube, mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider tous vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Je poste du très lourd en ce moment et ça va vraiment continuer. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 33 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite avec la grande prêtresse de l'information vraie et véritable, la chère Elisabeth Lemoine. Aujourd'hui, alors que l'épidémie accélère, la défiance est entretenue par une poignée de médecins ou de scientifiques. Didier Raoult qui a dit qu'une deuxième vague relevait de la science-fiction et qu'il ne croyait pas à la transmission respiratoire du virus. Christian Perron qui affirme que l'hydroxychloroquine aurait pu éviter la mort de 25 000 Français. Laurent Toubiana qui répète que l'épidémie est terminée. Jean-François Toussaint qui prétend jour après jour qu'il ne peut pas y avoir de deuxième vague. Ils sont ultra minoritaires. Ils se sont trompés sur tout, ou à peu près tout. Alors en fait, il nous dit qu'ils se sont trompés sur tout, mais sur quoi en fait? Il ne dit rien car en fait, il n'a pas d'argument du tout. Tous ces professeurs de médecine sont hautement qualifiés et sont toujours restés sur la même longueur d'onde. Et un fait marquant, c'est que tous ceux-ci n'ont aucun lien d'intérêt, au contraire de celle-là. Écoutez. Alors c'est vrai qu'on avait déjà eu des résultats préliminaires il y a quelques semaines dans un essai thérapeutique, mais pour lequel il n'y avait pas de groupe contrôle, c'est-à-dire que tous les patients avaient reçu du remdesivir, donc on ne pouvait pas comparer à un groupe sans traitement, et on avait déjà un signal assez positif. Alors effectivement, ces résultats sont plutôt là pour confirmer que cet antiviral marche sur la partie virale de la maladie. Donc pour Karine Lacombe, une chef de service lambda avec un CV vide de toute recherche et de publications scientifiques, qui a d'énormes liens d'intérêt avec Gilead, le laboratoire qui fabrique le remdesivir, et faisait même partie du board de Gilead, donc le comité dirigeant. Pour elle, donc, le remdesivir fonctionne très très bien dans la phase virale, et pour ce grand jeune épidémiologiste aussi. Je voulais d'abord dire qu'il y a une étude qui est sortie ce week-end dans le New England Journal of Medicine, qui est encore mieux que le Lancet, et qui montre qu'il y a un autre traitement qui est très efficace, qui est le remdesivir, et en particulier chez certains groupes de patients. On a des résultats très intéressants chez les patients qui sont sous oxygène mais qui ne sont pas ventilés. Donc ça, je pense que c'est un vrai espoir pour les patients et on va en entendre parler, je pense, et ça va très probablement un petit peu balayer les histoires de l'hydroxychloroquine. Ouais, donc pour lui, le blachier de service qui a des liens d'intérêt énormes avec Gilead, encore, le remdesivir fonctionne. Alors écoutons le professeur Yazdan Pana, le gars du conseil scientifique en charge du grand essai Discovery dont on attend encore les résultats. Alors on en est où, très cher professeur, de cet essai? Vous vous rappelez qu'on a eu du mal à étendre le projet à l'Europe. Maintenant, on a, il y a le Luxembourg, la Belgique, l'Autriche, le Portugal, l'Allemagne, la Slovaquie et Hongrie ont commencé à faire des premières interventions pour rentrer dans Discovery. Voilà, donc là on se rend bien compte que les résultats, ça va arriver à la Saint-Glinglin. Je rappelle que le professeur Yazdan Pana a aussi d'énormes liens d'intérêt avec encore Gilead et qu'il faisait lui aussi partie du board de Gilead. Alors les traitements, cher professeur, quels traitements ne fonctionnent pas? En fait, les trois au mois de juin ont été arrêtés, l'opinavir, hydroxychloroquine et l'opinavir interféron, parce que pas efficace. Donc là, c'est un mensonge en live. L'hydroxychloroquine fut arrêtée à cause de l'étude frauduleuse du Lancet. Mais est-ce que les résultats de l'hydroxychloroquine étaient aussi mauvais pendant l'étude Discovery? Écoutons tout de suite un homme intègre. Si dans ce pays, il existe des journalistes d'investigation, moi je fais appel aux journalistes d'investigation, je voudrais bien savoir pourquoi les deux essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai qui a été fait à Angers ont été arrêtés prématurément, tous les deux, alors que l'hydroxyne donnait des résultats supérieurs au placebo. Ça, c'est du travail de journaliste et c'est pas jaser sur un plateau. Donc en fait, les résultats de l'hydroxychloroquine étaient très bons selon le professeur Raoult, même dans l'essai Discovery. Mais peut-être que comme le disaient Blachier et Lacombe, le remdesivir est peut-être très efficace. Alors, écoutons. Et le remdesivir,
On va avoir très bientôt le résultat. Probablement, ça va être la même chose, pas efficace. Voilà, donc le remdesivir, c'est caput, ça fonctionne pas non plus. Voilà, tout ça pour ça, des mois d'attente pour rien du tout. Alors écoutons le Cohen continuer son monologue. Les 3 derniers ont signé une tribune qui disait fin septembre que cette prétendue deuxième vague était une aberration épidémiologique. Ils ont traité tous les autres d'alarmistes et de Cassandre, mais ils sont ultra présents sur les plateaux, notamment sur une chaîne info qui se contente au mieux de les renvoyer dos à dos avec des praticiens sérieux pour créer des clashs, au pire de les laisser raconter n'importe quoi. Voilà donc heureusement le grand professeur de médecine Patrick Cohen révèle la vérité avec ses dizaines d'années d'expérience et d'études scientifiques de très très haut niveau. Alors regardons encore la deuxième vague. Comme vous voyez, la deuxième vague, elle est là. C'est monstrueux, 5 fois plus de cas que pendant le printemps dernier. On court au désastre. Regardons tout de suite le nombre de morts. Comme on voit, le nombre de morts, il n'est pas encore au rendez-vous. Mais vous inquiétez pas, selon tous ces grands experts, ça va arriver encore dans 15 jours, comme ils le disent tout le temps. Alors on sait que les injonctions contradictoires rendent fou, impossible de savoir précisément quel est l'effet de cette désinformation continue, de ce travail de sape sur une épidémie où les comportements individuels sont déterminants, où les risques de contamination relèvent de la responsabilité de chacun, mais le phénomène est jugé suffisamment préoccupant pour faire bondir de colère le patron d'un syndicat de médecins. C'était ce matin sur une autre chaîne info, BFM TV. Voilà, une très grande chaîne d'infos, BFM TV, la télé qui dévoile toutes les vérités que tout le monde connaît pour son intégrité et qui est la propriété de Drahi, le milliardaire super pote de Macron. Donc le gars qui va parler est un médecin avec des liens d'intérêt avec pas mal de laboratoires dont GMK, Sanofi, AstraZeneca et A+A. Donc écoutons ce qu'il a à nous dire de si important. La responsabilité, elle est à qui? La responsabilité, elle est d'abord aux hurluberlus, aux fous, qui n'ont eu de cesse sur les plateaux que de nous dire il ne se passe rien. Ces gens-là sont responsables et coupables d'un retard de la situation et je suis en train d'étudier avec mon syndicat peut-être le fait de les poursuivre devant l'ordre. Ils ont menti et nous on ramait derrière, on ramait depuis juillet à dire attention, ça reprend, attention dans nos cabinets, on voit de plus en plus de cas contacts et on ne nous croyait pas parce qu'on ne croit pas ce qu'on ne voit pas. Et oui, encore un qui insulte de fou, du luberlu. C'est vrai que quand on n'a rien à dire, il ne reste que des insultes. Alors peut-être que si l'épidémie n'est pas terminée, c'est peut-être qu'on ne la soigne pas. Écoutons un docteur. Pour moi, l'hydroxychloroquine seule n'est pas efficace. C'est l'association, la bithérapie, pardon. La bithérapie. Je résume. C'est l'azithromycine, l'hydroxychloroquine. Ouais. Moi, je pense qu'en tout début de maladie, il n'y a pas besoin, puisque la plupart des patients vont évoluer favorablement. Mais quand on commence à avoir des signes pulmonaires, notamment au scanner ou cliniquement, ou que les gens commencent à s'aggraver, se désaturer, avant même qu'ils arrivent à l'hôpital, il aurait fallu qu'ils soient traités vers ce J4, J5. Et nous, on a été énormément en colère. D'ailleurs, tous mes collègues médecins qui ont été malades ont utilisé son traitement. Alors YouTube, moi je dis pas que c'est le traitement magique, c'est elle qui le dit que ce traitement fut utilisé par tous les médecins qu'elle connaît. Alors vas-y le Cohen, raconte-nous ton avis. Voilà, alors rappelons que toutes les opinions sont légitimes, mais que dans cette épidémie, et 6 mois après le début de cette épidémie, le combat pour une information médicale et scientifique fiable et sérieuse, ce combat-là reste à mener. Et oui, c'est vrai qu'une information médicale et scientifique fiable et sérieuse, ce combat reste effectivement à mener. Moi, je propose de déconnecter complètement la télé pour qu'une vie normale reprenne. Écoutons tout de suite un autre docteur. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Tous mes confrères médecins qui ont été touchés par le Covid-19 ont tous pris de la chloroquine. Donc il y a une espèce d'hypocrisie à dire que on va attendre des études pour savoir ce qu'on fait. Bah ouais, lui aussi apparemment, ses potes docteurs se sont tous soignés avec la chloroquine. Alors passons aux invités de plateau de cette chère émission d'information sérieuse et pas biaisée du tout. Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Chef de service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes, professeur Lantieri, chef du service de chirurgie reconstructrice, toujours à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Merci à tous les deux de votre présence ce soir. Alors je vais faire les présentations. Le docteur Philippe Juvin, déjà il est chef de service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou et maire de la Garenne-Colombes. Déjà tu te dis comment il fait le gars pour enchaîner 2 boulots à la fois. Il a des journées certainement de 48 heures. Bref, ce gars-là, il a des liens d'intérêt avec les laboratoires Sanofi, Milan, Abbott, AstraZeneca, BMS, Hospira, Bayer et Boring. Du beau gratin, tout ça. Et le second, le docteur Laurent Lantieri, a des liens d'intérêt avec les laboratoires Smith & Nephew, Integra, Life Sciences, Laboratoire Urgo, AstraZeneca, Perus Plasti, Laboratoire KCI Medical, W4 France and Galderma International. Voilà donc c'est à vous, messieurs. Le patron d'un syndicat de médecins qui envisage de porter plainte contre des confrères. Ça vous inspire quoi ?
et sur l'effet du travail de sape de cette désinformation menée par d'autres scientifiques ou qui se présentent comme tels. Écoutez, depuis le début de l'épidémie, il y a des gens qui disent blanc, d'autres qui disent noir. Moi, j'ai toujours fait attention à ne jamais jeter la pierre à un de mes confrères, y compris quand il était d'un avis strictement différent du mien. Donc je vais pas commencer ce soir. Vous avez remarqué un peu comment la Lemoine présente sa question, une bonne vraie question biaisée. Des confrères veulent porter plainte contre les professeurs Raoult, Perron, Toussaint, Toubiana, en gros. Ça vous inspire quoi? Et sur l'effet du travail de sable, de cette désinformation menée par d'autres scientifiques ou qui se présentent comme tels. Je rappelle à cette Lemoine que tous les professeurs cités sont tous des experts reconnus mondialement pour leur travail. Au contraire des pseudo-médecins de plateau qu'elle invite. Je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre les choses. Prétendre qu'il n'y a pas de deuxième vague, que ça n'existe pas, eh bien, il suffit de regarder l'état des hôpitaux aujourd'hui. Donc, les gens ont compris, c'est pas la peine de rajouter et d'ajouter à l'excitation générale. Je pense qu'un des grands mots MAUX de ces mois passés, c'est cette excitation générale qui empêche les gens de réfléchir, de prendre du recul sur les choses, de réfléchir à ce qu'il faudrait faire. Donc, je ne commande pas, mais je pense que ça suffit. Alors écoutons ce que dit un autre expert en la matière de cette énorme seconde vague. Vas-y, le Blachier. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a échappé à la deuxième vague? Non, on est dedans. On est sans doute d'ailleurs au sommet d'une vaguelette, appelons ça une vaguelette, puisqu'effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé en mars-avril. Bah alors, le Blachier, qu'est-ce qui t'arrive? Tu retournes ta veste, toi aussi? C'est pas toi qui nous disais qu'on aurait 85 000 morts, même avec la distanciation physique, même avec les masques? Alors t'es sûr de ton coup là maintenant? T'es sûr que c'est pas une grosse vague comme à Biarritz? Il y a eu une vaguelette de rentrée qui a été beaucoup plus amortie que la vague extrêmement abrupte qu'on a eue en mars-avril, qui s'est traduite d'abord par une augmentation des contaminations, des entrées à l'hôpital, des entrées en réanimation et puis après des décès, mais ça n'a rien à voir avec mars-avril. Ce sera une vague beaucoup plus amortie en longueur et beaucoup plus basse en... Quand vous dites... Bon bah écoute, je pense qu'il a dû se prendre un mur en pleine tête parce que c'est vraiment étonnant. Allez, retour sur le plateau. Est-ce la faute aussi des médecins rassuristes qui régulièrement ont expliqué que cette deuxième vague n'existerait jamais? Professeur Lantieri. Je crois qu'il y a... Oui, il y a bien sûr, il y a des médecins rassuristes, mais comme disait Philippe Juvin, vouloir jeter la pierre à tout le monde, c'est difficile, mais je pense qu'il y a quand même aussi une responsabilité de vous autres journalistes, d'abord d'avoir invité des gens qui n'ont aucune légitimité. Par exemple, Laurent Toubiana n'est pas médecin, il est autant épidémiologiste que moi, il est astrophysicien, donc vous l'invitez sur un plateau et personne ne vérifie. Bah moi j'ai vérifié, il est vraiment épidémiologiste, même Wikipédia le dit, c'est pour dire. Et un épidémiologiste avec un énorme CV dans le domaine. Je vous invite à mettre la vidéo en pause sur chacune des illustrations car ça prend un certain temps à lire. Et enfin, le point le plus important, il est le directeur de l'IRSAN, qui est le centre qui analyse toutes les statistiques épidémiques chaque année. Donc au contraire de ce gars en plateau, le professeur Toubiana est un expert en matière d'épidémiologie. Et ensuite, une vraie information scientifique fait par des journalistes, ça ne doit pas être uniquement d'inviter les gens sur un plateau, et ça ne doit pas être uniquement de faire un radio-crochet sur les gens dans la rue, sur ce qu'ils pensent. C'est réellement aller jusqu'au bout, de voir ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, ce que les publications internationales font, et c'est comme ça qu'on peut faire une vulgarisation scientifique et donner de l'information au public, et qui ensuite pourra choisir correctement et lire et faire son choix par rapport à l'attitude qu'il doit avoir. Voilà, donc je l'ai pris au mot et regardons ensemble la monstrueuse seconde vague au Royaume-Uni. Et comme on peut le voir, c'est pas encore la deuxième vague façon Biarritz, c'est plutôt genre la mer Méditerranée. Alors regardons tout de suite en Nouvelle-Zélande. Et là aussi, la deuxième nouvelle vague, elle va certainement arriver dans 15 jours encore. Et enfin, terminons sur l'Allemagne. Et là, toujours pas de seconde vague comme à Biarritz. En fait, je pense que tous ces médecins apocalyptiques doivent vraiment avoir des problèmes de vue. C'est-à-dire, il y a les responsabilités individuelles, il y a des mesures plus fortes à prendre, restreindre les déplacements, est-ce qu'il faut y venir et la responsabilité collective, quand on franchit le pont d'Arcole, pourquoi on le franchit? Parce qu'il y a Bonaparte devant. Si Bonaparte n'est pas sur le pont, on franchit pas le pont d'Arcole. Bon là, le médecin, il part un peu en vrille. Il part dans une leçon d'histoire alors qu'elle voulait l'amener sur le théâtre de la peur en lui suggérant qu'il fallait prendre des mesures plus fortes, genre éventuellement, possiblement, hypothétiquement, un second confinement généralisé avant l'annonce de Macron. Mais elle revient à la charge. Le reconfinement doit être évité selon Jean Castex, mais rien n'est exclu. Vous l'excluez vous aussi ou la situation aujourd'hui, quotidiennement dans les hôpitaux? Le Premier ministre a absolument raison de faire ce type de déclaration parce que la situation est évidemment extrêmement tendue, avec un nombre de lits de réanimation qui est
plein à 40% en Île-de-France. Alors vous pourriez me dire, mais au fond, on en a 60 devant nous qui sont libres. Non, ils ne sont pas libres. Et on en a besoin, en particulier pour les patients que les chirurgiens, je me retourne vers le professeur Lantieri, doivent opérer. Et oui, au lieu d'augmenter le nombre de lits de réanimation, comme l'avait prévu ce gouvernement d'imposteurs, ils les ont réduits. Écoutons le professeur Toussaint tout de suite. On a vu, par exemple, simplement diminuer le nombre de lits de réanimation, passer de 7000 à 5000 entre le printemps et l'automne. Était-ce bien raisonnable de trouver dans cette situation-là, alors que par ailleurs, d'autres n'ont cessé de dire qu'une deuxième vague allait arriver? Vous voulez dire qu'il y a moins de lits de réanimation? On est descendu de 7000 à 5000 lits. Allez, retour sur la scène de théâtre, jouons aux marionnettes de la peur. Le plan blanc a été déclenché mercredi dernier. C'est un plan qui entraîne des mesures qui, entre autres, peuvent amener à déprogrammer les opérations dites non urgentes. Ça commence déjà dans un certain nombre d'hôpitaux. C'est le cas à Pompidou. Oui, il y a des patients qui ont été déprogrammés. Mais pour deux raisons, en fait, à cause du Covid, mais aussi parce que l'hôpital souffre d'un manque chronique de personnel avec des postes qui sont vacants. Tu m'étonnes qu'ils sont vacants. Plein de personnels soignants ont pris la poudre d'escampette. Et écoutons pourquoi. C'est d'autant plus dommageable que le plan blanc a été déclenché. Le plan blanc, c'est un déclenchement de moyens mis à disposition des hôpitaux et il se trouve que le plan blanc, finalement, vise à supporter les hôpitaux en moyens, en matériel et en personnel. Et de toute évidence, il y a une faille dans le système puisqu'on se retrouve avec des patients, des soignants qui sont obligés de venir travailler alors qu'ils sont atteints par la... Mais moi, je suis atterré quand vous me dites, et c'est la première fois que je l'entends, que depuis cette semaine, vous n'avez plus le droit au masque en tant que médecin généraliste. Et oui, l'État encore avec ses promesses, même plus de masques pour les médecins. Franchement, à un certain moment, c'est plus de l'incompétence. Ces gens qui nous gouvernent sont dangereux. On ne réfléchit pas à d'autres solutions, à sortir un petit peu des limites. Les autres solutions, c'est quoi ? C'est penser d'abord qu'avant l'arrivée des urgences, il faut peut-être plus s'adresser aux médecins généralistes, comme le disait le docteur Marty. Enfin, les médecins généralistes sont en première ligne. Il faut empêcher le patient d'arriver à l'hôpital en le traitant correctement à l'extérieur. Et puis, à l'intérieur de l'hôpital, un hôpital comme le nôtre, qui est un hôpital très spécialisé, avec des chirurgies qui sont des chirurgies extrêmement complexes, a besoin de réanimation, a besoin du personnel pour ça. Et oui, mais un personnel soignant qui est sous-payé, un personnel soignant qui est esclavagé à travailler 60 heures par semaine, un personnel soignant que l'on force à venir travailler en étant malade, un personnel soignant que l'on prive de vacances, c'est un personnel soignant qu'en peut plus et qui démissionne. Écoutons ce docteur. Vous savez, un jour, il faudra faire les comptes sur les conséquences psychologiques, humaines. Vous savez qu'il y a quand même eu 70 morts chez les soignants en France. Et oui, 70 morts qui auraient pu être évités s'ils avaient eu du matériel convenable pour se protéger, des masques en quantité suffisante, des blouses de protection qu'ils remplaçaient par des sacs poubelles. Je veux dire, c'est vraiment la honte de notre pays. Ils ont réussi à transformer notre hôpital public en une catastrophe sanitaire. Mais c'est pas fini, écoutez. Le rôle de l'État quand même, c'est d'organiser les choses. Or, il s'est rien passé. Donc aujourd'hui, les soignants sont dans la deuxième crise. Il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'ils n'avaient pas de matériel, que les tests n'avaient pas été organisés, et puis que il y a tellement personne dans les hôpitaux que même quand ils sont malades, même asymptomatiques, ils doivent aller travailler. L'État se surpasse parce qu'il arrive à être plus mauvais pour la deuxième crise que la première. C'est quand même un comble. Et oui, c'est le gouvernement du comble qui nous plonge dans le chaos sanitaire, économique, sécuritaire. Bref, ils détruisent notre pays et notre peuple. Alors écoutons le Castex. On ne pouvait pas, ça c'est un enseignement certain, rester confiné plus longtemps. Les conséquences d'un confinement absolu sont absolument dramatiques, notamment pour les plus jeunes d'entre nous et pour les conséquences sociales. Voilà, donc selon Castex, un confinement absolu serait dramatique. Alors moi, je vais lire dans ma boule de cristal. Je prévois que demain, le nombre de morts va être certainement beaucoup plus haut que tous ces derniers jours. Et que demain, Macron va nous annoncer un reconfinement. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.